Il y a une année dans la vie de chaque personne qui change tout, non pas pour le mieux, mais pour le pire, beaucoup plus terrible. C'est l'année où une relation se termine, l'année où vous perdez votre emploi, l'année où la maladie frappe, l'année où quelqu'un meurt, l'année où tout ce que vous avez construit, tout ce en quoi vous croyez, tout ce qui donnait un sens à votre vie, s'effondre tout simplement. Si vous vivez cette année en ce moment, si vous êtes au milieu d'un chaos absolu, si chaque matin vous semble impossible à affronter, j'ai besoin de vous dire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que vous ressentez. C'est l'année la plus importante de votre vie. Et je ne dis pas ça pour vous réconforter avec des paroles vides. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire humaine, a prédit ce schéma il y a près d'un siècle. Andrew Huberman, neuroscientifique de Stanford, l'a validé avec des recherches modernes sur le cerveau. Et ce que les deux ont découvert va complètement changer la façon dont vous comprenez ce qui vous arrive. L'année où tout s'écroule est l'année de votre renaissance, non pas malgré l'effondrement, mais grâce à lui. Jung avait un nom pour cette période. Il l'appelait la traversée des nuits obscures ou le voyage de la mer nocturne. Ce terme vient d'un mythe ancien, où le héros est avalé par une baleine ou un monstre marin et passe du temps dans les profondeurs obscures, avant d'émerger transformé. Jonas dans la Bible, Pinocchio dans la culture populaire. Le schéma se répète à l'infini, parce qu'il décrit quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Mais Jung ne s'intéressait pas seulement aux mythes, il s'intéressait à ce qui se passe à l'intérieur de la psyché, quand la vie s'effondre. Et ce qu'il a découvert est à la fois perturbant et libérateur, quand vous traversez la traversée des nuits obscures, quand tout ce que vous connaissiez cesse d'exister. Quelque chose se passe dans les profondeurs de votre être, la persona. Le masque social que vous portez pour fonctionner dans le monde commence à se dissoudre. Les défenses que vous avez construites pendant des décennies commencent à s'effondrer. Et pour la première fois, vous êtes forcé de confronter qui vous êtes, vraiment. Sous tout ça, Jung a dit quelque chose que j'ai besoin que vous écoutiez. Il a dit qu'il n'existe pas de naissance de conscience sans douleur. Réfléchissez bien, il n'existe pas de naissance de conscience sans douleur. La douleur n'est pas un effet secondaire indésirable de la transformation. La douleur est le mécanisme de la transformation. Maintenant, avant que vous ne pensiez que ce n'est que de la philosophie abstraite, laissez-moi vous montrer ce que la neuroscience de Huberman dit à ce sujet. Huberman explique que la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions, fonctionne en deux phases. La première phase est activée par des états d'alerte élevés, une concentration intense, et même de l'agitation. La deuxième phase, où les changements se consolident réellement, se déroule pendant le sommeil profond et les périodes de repos. Et voici la partie cruciale. La première phase, celle qui initie les changements, est considérablement amplifiée pendant les périodes de stress émotionnel intense. Quand vous êtes en crise, quand votre vie s'écroule, votre cerveau est inondé d'épinéphrine et d'acétylcholine. Ces neurotransmetteurs font quelque chose de spécifique. Ils marquent des chemins neuronaux pour le changement. Ils disent au cerveau « Fais attention, c'est important, ça doit être mémorisé et intégré ». En d'autres termes, la souffrance que vous éprouvez prépare littéralement votre cerveau à une transformation à une échelle qui serait impossible en temps de confort. Huberman a dit explicitement que les expériences intenses, qu'elles soient positives ou négatives, ont tendance à créer des changements durables dans le système nerveux. La frustration, l'erreur, l'échec, ces états signalent au cerveau qu'il doit changer. Et le cerveau répond en devenant extraordinairement plastique. Ce n'est pas de la théorie motivationnelle, c'est de la neurobiologie documentée. Il existe une recherche fascinante sur quelque chose appelé la croissance post-traumatique. Pendant des décennies, les chercheurs se sont concentrés uniquement sur le traumatisme et ses effets négatifs. Mais ils ont ensuite commencé à remarquer un schéma étrange. Certaines personnes ne se contentaient pas de se remettre du traumatisme, elles en sortaient plus fortes, plus sages, plus connectées à ce qui compte vraiment. Des chercheurs de l'université de la Sorbonne ont publié des études montrant que la croissance post-traumatique produit des changements mesurables dans le cerveau. Plus précisément,
Les personnes qui ont connu une croissance après un traumatisme montrent une augmentation de la matière grise dans le cortex préfrontal dorsolatéral, la zone du cerveau responsable de la régulation émotionnelle, de la prise de décision et de la résilience. Le traumatisme ne change pas seulement la façon dont vous pensez, il change littéralement la structure physique de votre cerveau, et dans de nombreux cas, il la change pour le meilleur. Jung avait une métaphore alchimique pour cela. Il était fasciné par l'alchimie, non pas comme une pseudo-science, mais comme un langage symbolique pour la transformation psychologique. Et l'une des étapes les plus importantes de l'alchimie était appelée le nigredo, qui signifie noircissement ou assombrissement. Dans le nigredo, la substance qui est en cours de transformation est brûlée, décomposée, réduite à ses parties les plus basiques. Cela ressemble à une destruction, cela ressemble à la mort. Mais les alchimistes comprenaient que cette destruction était nécessaire. Vous ne pouvez pas créer de l'or à partir de plomb, sans d'abord briser la structure du plomb. Jung a appliqué cela à la psyché. Il a dit que le nigredo psychologique est la période où l'ego est dissous, où les illusions sont brûlées, où tout ce que vous pensiez être vous se révèle comme une construction temporaire. C'est agonisant, c'est terrifiant, et c'est absolument nécessaire pour ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est l'albédo, le blanchiment, où de nouvelles structures commencent à émerger des cendres. Ensuite vient le rubédo, le rougissement, l'intégration finale, où vous devenez qui vous auriez toujours dû être. Mais rien de tout cela n'est possible sans le nigredo, sans la destruction, sans l'année où tout s'écroule. Laissez-moi vous parler de Sophie. Sophie avait 38 ans, quand tout s'est écroulé, en l'espace de 6 mois. Elle a perdu son mariage de 12 ans, a été licenciée de l'emploi qu'elle pensait être sa vocation, et a découvert qu'elle avait besoin d'une opération chirurgicale sérieuse, tout en même temps. Elle m'a dit qu'il y avait des jours où elle ne pouvait littéralement pas sortir du lit, des jours où le poids de l'existence semblait impossible à porter. Elle a pensé à tout abandonner, pas nécessairement de manière dramatique, juste arrêter d'essayer, laisser la vie passer sans participer. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire dans les mois suivants. Les choses qu'elle pensait la détruire ont commencé à révéler quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Le mariage qui s'est terminé était en fait une prison émotionnelle, où elle s'était complètement perdue. L'emploi qui était sa vocation était en fait une fuite, pour ne pas confronter des questions plus profondes. La maladie a forcé une relation avec son corps, qu'elle avait ignorée pendant des décennies. Sophie n'a pas seulement survécu à cette année, elle a émergé, comme une personne qu'elle ne savait pas pouvoir être, plus authentique, plus présente, plus connectée à ce qui compte vraiment. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Je ne souhaiterais cette année à personne, mais je ne troquerai pas ce qu'elle m'a apporté pour rien au monde. » C'est ça, la croissance post-traumatique. C'est ça, le nigredo suivi de l'albédo. C'est ça, la traversée des nuits obscures qui achève son cycle. Huberman parle d'un concept appelé l'urgence, comme catalyseur de changement. Il explique que le cerveau priorise la neuroplasticité quand il perçoit que les enjeux sont élevés. Si l'urgence n'est pas là, le cerveau ne voit pas de raison de dépenser de l'énergie à se réorganiser. Mais quand la survie semble être en jeu, que ce soit physiquement ou psychologiquement, le cerveau entre en mode transformation. Votre année d'effondrement, c'est l'urgence maximale. C'est votre cerveau qui reçoit des signaux constants, que quelque chose doit changer fondamentalement. Et il répond en devenant plus malléable, plus adaptable, plus capable de changement que pendant n'importe quelle autre période de votre vie. Jung disait que la névrose est toujours un substitut à une souffrance légitime. Ce qu'il voulait dire, c'est que nous essayons d'éviter la douleur nécessaire par des mécanismes de défense, des addictions, des distractions. Mais cette douleur évitée ne disparaît pas. Elle se transforme en symptômes névrotiques, en anxiété généralisée, en dépression sans cause apparente, en relations répétitivement dysfonctionnelles. L'année où tout s'écroule est souvent l'année où vous arrêtez enfin d'éviter, pas parce que vous l'avez choisi, parce qu'il n'y a plus d'endroit où fuir. Et dans cette impossibilité de fuite, quelque chose de paradoxal se produit. Vous affrontez enfin ce que vous avez toujours eu besoin d'affronter.
la douleur devient légitime. Et la douleur légitime, différente de la névrose, peut être traitée, intégrée, transformée en sagesse. Il existe un phénomène neurologique que Huberman discute extensivement, la relation entre l'échec et le changement cérébral. Il dit que les erreurs et les frustrations libèrent de la dopamine et de l'acétylcholine d'une manière spécifique, qui prépare le cerveau à l'apprentissage. Quand tout fonctionne, quand la vie est confortable, votre cerveau est, fondamentalement, en pilote automatique. Il utilise les mêmes circuits, les mêmes schémas, les mêmes réponses. Il n'y a pas de raison de changer, parce que la formule actuelle semble fonctionner. Mais quand tout s'écroule, quand chaque stratégie que vous connaissez échoue, votre cerveau est forcé de sortir du pilote automatique. Il doit trouver de nouveaux chemins, parce que les anciens ne mènent plus nulle part. Huberman recommande de travailler par bloc de 90 minutes, alignés avec les rythmes ultradiens du corps, pour optimiser l'apprentissage. Mais il reconnaît aussi que les états émotionnels intenses peuvent réécrire ces rythmes naturels, créant des fenêtres de plasticité qui durent beaucoup plus longtemps. Votre année de crise, c'est l'une de ces fenêtres étendues. C'est une période où la capacité de changement de votre cerveau est constamment élevée, parce que le système perçoit que le changement est une question de survie. Maintenant, je dois être honnête sur quelque chose. Le fait que l'effondrement puisse mener à la renaissance ne signifie pas que la renaissance est garantie. Jung était très clair à ce sujet. Il a dit que la traversée des nuits obscures peut être fatale s'il n'y a pas d'orientation adéquate. Certaines personnes passent par le nigredo et n'en émergent pas. Elles restent piégées dans l'obscurité. Elles s'identifient à la destruction au lieu de la reconnaître comme une phase d'un processus plus vaste. Elles développent de l'amertume au lieu de la sagesse. La différence entre ceux qui émergent transformés et ceux qui restent piégés réside dans quelques facteurs cruciaux. Premièrement, la capacité de trouver un sens à la souffrance. Les recherches sur la croissance post-traumatique montrent constamment que les personnes qui parviennent à construire un récit significatif sur ce qui s'est passé ont beaucoup plus de chances de connaître une croissance. Cela ne signifie pas inventer de fausses raisons ou forcer une positivité toxique. Cela signifie trouver comment l'expérience se connecte à quelque chose de plus grand dans votre parcours. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre, a observé que les prisonniers qui survivaient au camp de concentration étaient souvent ceux qui trouvaient un sens à continuer. Pas parce que la souffrance avait un sens, mais parce qu'ils parvenaient à connecter leur survie à quelque chose de significatif. Une personne aimée qui attendait, un travail à accomplir, un message à transmettre. Deuxièmement, le soutien social. La neurobiologie est claire à ce sujet. Le soutien d'autres personnes module la réponse au stress dans l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Avoir quelqu'un qui témoigne de votre douleur, qui n'essaie pas de réparer mais qui est simplement présent, change littéralement la façon dont votre cerveau traite le trauma. Jung insistait sur l'importance d'avoir un guide pendant la traversée des nuits obscures. Il peut s'agir d'un thérapeute, d'un mentor, d'un ami sage. Quelqu'un qui a déjà traversé l'obscurité et qui peut vous assurer qu'il existe un autre côté. Si vous traversez votre année d'effondrement et que vous êtes complètement seul, c'est une priorité. Trouvez au moins une personne qui puisse témoigner de votre parcours. Troisièmement, la disposition à se laisser transformer au lieu de simplement survivre. Beaucoup de gens traversent des crises en voulant simplement redevenir ce qu'ils étaient avant. Ils traitent l'effondrement comme un détour malheureux du chemin normal. Ils veulent reconstruire exactement ce qui existait. Mais ce n'est pas le but. Le but est que celui que vous étiez avant avait besoin de mourir. Les structures qui se sont effondrées avaient besoin de s'effondrer. La vie ne vous punit pas. Elle vous taille. Jung utilisait l'image de la mort et de la renaissance extensivement. Il disait que l'ego doit mourir symboliquement pour que le soi, la totalité plus grande de qui vous êtes, puisse émerger. Si vous vous accrochez désespérément à l'ancien ego, vous résistez au processus même qui pourrait vous libérer. Huberman parle de neuroplasticité adaptative versus maladaptative. Le même processus qui permet au cerveau de se réorganiser pour le meilleur peut, si mal orienté, le réorganiser pour le pire.
Les personnes qui subissent un traumatisme et développent un ESPT, état de stress post-traumatique, ont expérimenté la neuroplasticité, mais dans la mauvaise direction. Qu'est-ce qui dirige la plasticité? En grande partie, l'interprétation que vous donnez aux événements et les actions que vous entreprenez en réponse. Si vous interprétez l'effondrement comme la preuve que vous êtes un échec, que la vie est cruelle, qu'il n'y a pas d'espoir, votre cerveau va se réorganiser autour de ces croyances. Les circuits de désespoir vont se renforcer. La dépression va se consolider neurologiquement. Mais si vous interprétez l'effondrement comme le nigredo, comme la traversée des nuits obscures, comme le douloureux mais nécessaire prélude à la transformation, votre cerveau se réorganise différemment. Les circuits de résilience se renforcent. La sagesse commence à se consolider. La même expérience. Des résultats neurologiquement opposés, en fonction du récit que vous choisissez de vous raconter. Ce n'est pas de la pensée positive naïve, c'est de la neuroscience appliquée. L'histoire que vous vous racontez sur ce qui se passe façonne littéralement la manière dont votre cerveau s'adapte à l'expérience. Laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. 5 choses que vous pouvez faire maintenant, au milieu de cet effondrement, pour augmenter vos chances que cette année soit celle de votre renaissance, plutôt qu'une année de destruction. Premièrement, arrêtez de lutter contre la douleur. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Plus vous luttez contre ce que vous ressentez, plus vous donnez de l'énergie à cette chose. La douleur de l'effondrement ne disparaîtra pas parce que vous le voulez. Elle disparaîtra quand vous la traverserez. Quand vous lui permettez d'exister, quand vous arrêtez de la traiter comme une ennemie et commencez à la traiter comme une professeure. » Andrew Huberman parle de la façon dont la suppression émotionnelle intensifie, en réalité, l'activation de l'amygdale. Essayez de ne pas ressentir, vous fait ressentir plus, tandis que permettre aux sentiments, les nommer, les reconnaître, active le cortex préfrontal et commence à les réguler naturellement. Deuxièmement, trouvez un témoin. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui règle vos problèmes. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute pendant que vous traitez, qui soit présent pendant que vous vous effondrez, qui ne fuit pas votre obscurité. Cela peut être un thérapeute, un ami de confiance, un groupe de soutien. Mais ne traversez pas cela seul. L'isolement transforme une douleur gérable en un trauma consolidé. Troisièmement, tenez un registre. Écrivez ce qui se passe. Non pas pour résoudre, non pas pour analyser, juste pour enregistrer. Carl Jung tenait son fameux livre rouge pendant sa propre période d'effondrement. Il ne comprenait pas ce qu'il écrivait à l'époque, mais l'acte d'enregistrer permettait à l'inconscient de s'exprimer. Et des décennies plus tard, il a reconnu que cette période était la source de tout le travail subséquent de sa vie. Votre registre peut être simple. Chaque jour, écrivez ce que vous ressentez, sans jugement, sans édition. Témoignez simplement de vous-même sur le papier. Quatrièmement, prenez soin de votre corps, même quand l'esprit est dans le chaos. Andrew Huberman insiste lourdement là-dessus. L'exercice physique, surtout cardiovasculaire, augmente les niveaux de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui est essentiel pour une neuroplasticité saine. Un sommeil adéquat. C'est là que les changements neuronaux se consolident. Négligez votre corps pendant une crise psychologique sabote le processus de transformation. Vous n'avez pas besoin de routines élaborées. Marchez, dormez autant que vous le pouvez, mangez, même sans faim. Le basique suffit. Cinquièmement, recherchez les signes qu'une nouveauté est en train de naître. Au milieu de la destruction, il est facile de ne voir que la destruction. Mais si vous regardez attentivement, vous réaliserez que tout ne meurt pas. Certaines choses commencent à émerger, de nouveaux intérêts, de nouvelles perspectives, de nouvelles connexions, des moments inattendus de clarté. Ce sont des bourgeons. Ce sont les premiers signes de l'albédo émergeant du nigredo. Si vous les ignorez parce que vous êtes focalisé uniquement sur la destruction, vous perdez des preuves que le processus fonctionne. Carl Jung parlait des rêves pendant les périodes de transformation. Il disait que l'inconscient envoie fréquemment des messages sur ce qui est en train d'émerger, avant que le conscient ne puisse le percevoir. Si vous prêtez attention à vos rêves pendant l'effondrement,
Vous trouverez souvent des symboles de renaissance, de nouveaux départs, de lumière apparaissant dans l'obscurité. Votre inconscient sait ce qui se passe. Votre conscient est en retard. Faites confiance au processus, même quand vous ne voyez pas où il vous mène. Je dois vous raconter quelque chose sur la nature du temps pendant la traversée des nuits obscures. Quand vous êtes au milieu de l'effondrement, il semble que cela va durer pour toujours. Chaque jour est une éternité de douleur. Vous ne pouvez pas imaginer un futur où cela se termine. Vous ne pouvez pas vous souvenir d'un passé où cela n'existait pas. Il n'existe que le présent interminable de souffrance. C'est normal. Cela fait partie du processus. Et c'est temporaire. Carl Jung a traversé sa propre période d'effondrement entre 1913 et 1917. 4 ans de descente dans les profondeurs de sa propre psyché. À l'époque, il ne savait pas s'il devenait fou ou s'il était en train d'être transformé. Ce n'est qu'après, en regardant en arrière, qu'il a réalisé que cette période était la plus formative de toute sa vie. Tout le concept d'inconscient collectif, les archétypes, l'individuation, tout cela a émergé de ces années d'obscurité. Le psychologue qui révolutionnerait le domaine est né. Exactement au moment où l'homme, Carl Jung, pensait qu'il était en train de mourir. Vous ne savez pas ce qui est en train de naître en vous maintenant. Vous ne pouvez pas savoir. La perspective ne vient qu'après. Mais si vous faites confiance au processus, si vous vous laissez être transformé au lieu de simplement essayer de survivre, quelque chose va émerger que vous ne pouvez pas imaginer d'où vous êtes maintenant. Andrew Huberman explique que le cerveau a une capacité extraordinaire qui différencie les humains des autres espèces. Nous pouvons diriger notre propre changement. Bien que la neuroplasticité soit plus robuste chez les enfants, les adultes maintiennent une capacité significative de réorganisation neuronale. Cela demande juste plus d'efforts conscients. Ce que cela signifie pour vous, au milieu de l'effondrement, c'est que vous n'êtes pas passif dans ce processus. Vous pouvez influencer la façon dont votre cerveau s'adapte à ce qui se passe. Chaque choix que vous faites, chaque interprétation que vous donnez, chaque action que vous prenez, façonne les circuits qui vont définir qui vous serez quand cela sera terminé. Vous ne faites pas que survivre à l'année où tout s'est effondré. Vous construisez activement la personne qui va émerger des cendres. Il existe quelque chose que Carl Jung appelait la tension des opposés. Il a observé que la psyché contient des polarités, lumière et ombre, masculin et féminin, destruction et création. Et ces polarités ne sont pas des ennemis, elles sont complémentaires. L'une n'existe pas sans l'autre. L'effondrement et la renaissance sont des opposés unis. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. La destruction est la condition nécessaire pour la création. La mort est le prélude à la naissance. Quand vous êtes au milieu de l'effondrement, vous ne vivez qu'un côté de cette polarité. Il semble que la destruction soit tout ce qui existe, mais l'autre côté est là, qui attend. La création se prépare dans les profondeurs. La renaissance se forme dans l'obscurité. Carl Jung disait que l'objectif n'est pas d'éliminer l'un des opposés. C'est de trouver la fonction transcendante qui les unit. C'est de réaliser que destruction et création sont la même énergie, exprimée de façon différente. Et que vous, au centre de cette tension, êtes étiré, façonné, transformé par la force des deux. Les chercheurs en croissance post-traumatique ont identifié 5 domaines principaux où les gens signalent des changements positifs après un trauma. Premièrement, une plus grande appréciation de la vie. Des choses qui semblaient auparavant triviales deviennent précieuses. Le simple fait d'exister prend du poids. Deuxièmement, des relations plus profondes. Les superficialités tombent. Les connexions qui survivent au feu se révèlent être de véritables liens. Troisièmement, reconnaissance de nouvelles possibilités. Des chemins que vous n'auriez jamais envisagés s'ouvrent à vous. La destruction de l'ancien révèle des options qui étaient cachées. Quatrièmement, une plus grande force personnelle. Avoir survécu à l'impossible prouve que vous êtes capable de plus que ce que vous imaginiez. Cinquièmement, un changement spirituel. Les questions de sens deviennent centrales. Le matériel perd de son importance. L'essentiel émerge. Ce ne sont pas des compensations à la douleur,
Ce sont des transformations génuines qui ne seraient pas possibles sans la douleur. Le feu ne fait pas que brûler. Il purifie. Il révèle ce qui est réel. Il élimine ce qui est faux. Si vous regardez cette vidéo au milieu de votre année d'effondrement, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Mettez en pause et demandez-vous, qu'est-ce qui meurt en moi et qui avait besoin de mourir? Je ne vous demande pas ce que vous perdez. Je vous demande ce qui avait besoin d'être perdu. Quelles illusions sur vous-même sont en train de brûler? Quels masques sont en train de se dissoudre? Quelles structures que vous pensiez être vous se révèlent être des constructions temporaires? Cela requiert une honnêteté brutale, mais cela offre aussi quelque chose de précieux, la perception que l'effondrement n'est pas aléatoire. Il élimine précisément ce qui doit être éliminé pour que vous deveniez qui vous êtes vraiment. La deuxième question, qu'est-ce qui veut naître en moi qui n'avait pas de place avant? Avant l'effondrement, votre vie était pleine de relations, de travail, d'identité, de rôle. Il n'y avait pas d'espace vide. Et là où il n'y a pas d'espace vide, rien de nouveau ne peut entrer. L'effondrement crée le vide. Et dans le vide, quelque chose de nouveau peut finalement émerger. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quels vieux rêves ressurgissent? Quelles impulsions avez-vous supprimées pendant des décennies? Quelle version de vous attendait dans l'ombre une chance d'exister? Je sais qu'il est difficile de penser à la renaissance quand vous êtes encore en train de brûler. Je sais qu'il semble prématuré de parler de transformation quand la destruction est encore en cours. Mais Carl Jung nous a enseigné que la graine du nouveau est déjà présente dans l'ancien. L'albédo existe déjà à l'intérieur du nigredo. La renaissance est déjà en train de se produire, même pendant. Que la mort continue, selon les travaux de Jung, une figure incontournable de la psychologie analytique. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'effondrement se termine pour commencer à renaître. Ils se produisent simultanément. Chaque moment de destruction est aussi un moment de création. Chaque perte est aussi une ouverture. Chaque mort est aussi une naissance. La question n'est pas de savoir. Si, vous allez survivre à cette année. Vous allez y arriver. Les humains sont extraordinairement résilients. La question est de savoir qui vous serez quand vous émergerez. Et cela, contrairement à beaucoup de choses pendant l'effondrement, est partiellement sous votre contrôle. Si cette vidéo vous a trouvé au moment exact où vous aviez besoin de l'entendre, si elle vous a donné un cadre pour comprendre ce qui vous arrive, laissez un commentaire en écrivant « Mon année de renaissance ». Je veux savoir combien de personnes traversent cette épreuve maintenant, et si vous voulez soutenir ce travail, si ce contenu vous a aidé à voir votre douleur avec de nouveaux yeux, le bouton « Super Thanks » est juste en dessous. Chaque contribution me permet de continuer à produire des vidéos qui combinent la profondeur de Jung avec la science de Andrew Huberman. Contenu qui n'existe nulle part ailleurs. Huberman, un neuroscientifique de renom, dont les travaux rejoignent les intuitions de Jung d'une manière étonnante. Jung a dit que la nuit la plus sombre est juste avant l'aube. Huberman a prouvé que le stress le plus intense est le moment où le cerveau est le plus préparé au changement. Tous deux pointent vers la même vérité. Le pire moment de votre vie peut être le moment le plus transformateur. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé. L'obscurité n'est pas votre ennemi, c'est votre chrysalide. L'effondrement n'est pas la fin de votre histoire. C'est le chapitre que tout héros doit traverser avant de devenir qui il est vraiment. Je ne sais pas spécifiquement ce à quoi vous êtes confronté maintenant. Je ne sais pas. Quelle perte vous brise, quel échec vous détruit, quelle tragédie vous consume. Mais je sais ceci, vous êtes exactement là où vous devez être pour devenir qui vous devez devenir. Et un jour, quand vous regarderez en arrière, vous reconnaîtrez cette année non pas comme la pire année de votre vie, mais comme l'année où votre vie a vraiment commencé, l'année où tout s'est effondré, l'année de votre renaissance. C'est la même année. Vous ne pouvez simplement pas encore le voir, mais vous le pourrez. Faites confiance au processus. Traversez le feu et permettez à la personne que vous êtes en train de devenir de finalement naître.